Merci, ce sont de bons conseils. Maintenant, on se tourne vers vous. Est-ce qu'il y a des questions? Oh, derrière, je sais pas. Une question. Vous avez... Ah oui, bonjour, je me présente. Cindy Dafo, étudiante dans les études des mines à Polytechnique Montréal. J'ai une question. Tout à l'heure, vous avez dit que vous entreprenez en Afrique. Je voulais juste savoir dans quel pays est-ce que vous entreprenez et quel type d'activité vous avez lancé là-bas. Est-ce que c'est toujours dans le même secteur ou vous avez actif dans un autre domaine? C'est pas dans. Il y a une partie dans le même secteur. C'est au Togo. Il y a une partie, c'est avec l'OTR. Je travaille sur une migration de données pour intégrer les systèmes de dédouanement donc, au port et leur transférer les images directement. Donc, c'est un système de scanner. Donc, on scanne les conteneurs, on compare le contenu par rapport au connaissement. Le connaissement, c'est la fiche sur les articles qui sont dans le conteneur et on leur envoie. Donc, c'est un process qu'ils faisaient avant qui prenait à peu près 30 jours. Donc, maintenant, le fait d'intégrer le système de scanner avec leur base de données qui est gérée dans le cloud, ça permet de gagner du temps et d'avoir plus de ressources. Il y a un autre projet sur lequel j'ai travaillé, c'est un développement d'applications pour les microfinances. Donc, en fait, c'est leur permettre, par exemple, quand on va aller chercher les informations pour collecter, pour donner de la microfinance aux gens, de pouvoir reverser ces informations directement dans le système du gouvernement. Donc, ça, c'est la partie TI, mais après, bon, il y a un côté que je dis entrepreneuriat, mais c'est plus du business, en fait. Donc, au Togo. Togo. Je pense qu'il y avait une question. Oui. Oui, bonjour. Merci pour ces très beaux panels. Je vais vous présenter, s'il vous plaît, d'abord. Oui. Mon nom, c'était Chiné. Et puis, j'ai une entreprise ici. Et je travaille dans IA. J'ai 3 questions. La première question, c'est le panel était très intéressant. Vous n'avez pas parlé d'argent. Salariat, je pense que là, on voit entrepreneuriat salarial. L'argent, oui. Comment on peut avoir l'argent? Oui. Dans vos expériences, Oui. parlez-vous de la question de l'argent. Oui. Mais elle a mentionné rapidement, c'est vrai. Ça, C'est le nerf de la guerre aussi, c'est vrai. La deuxième question que je voulais poser, c'était par rapport au mentor. Mentorat. Je voulais savoir dans vos parcours respectifs, est-ce que vous avez eu des mentors? C'est quoi l'impact que ça a eu dans votre positionnement? Parce que je sais très bien que... bon, je ne vais pas répondre à la question là pour là. Je vais avoir votre positionnement par rapport à ça. Et la troisième question que je voudrais poser, c'est... finalement, concrètement, est-ce qu'il faut choisir entre entrepreneur ou salariat? C'est quoi la position que vous avez par rapport à ça? J'ai trouvé le débat un peu très diplomatique. Mais il a dit au début. Oui, moi, au début, oui. J'ai dit... En fait, elle a dit entrepreneur, elle a dit, toi tu as fait les deux, mais tu préfères salariat, et lui fait les deux aussi. Mais répondez à ces 3 questions. Oui, bon, moi, par rapport à la question salariat ou entrepreneuriat, je dirais salariat-entrepreneuriat. Parce que d'un côté, l'objectif ultime, c'est d'avoir plusieurs sources de revenus. Pas juste... donc, tant que tu peux aller chercher, tu vas chercher. Comme je disais, moi, je suis salarié. Bon, je suis salarié de mon entreprise, pour te dire aussi. Je ne vais pas cacher que dans le domaine des TI, on fait beaucoup d'argent. Et surtout en tant qu'architecte de données, ça peut aller jusqu'à $1,200 de l'heure. Et tu as des contrats d'un an, de 2 ans. Ensuite, sur le côté, tu as des business. Par exemple, je vais te donner ce que je parlais pour l'OTR chez nous au Togo. Le contrat qu'ils avaient avec Oracle, c'était $80 millions parce qu'ils ont 80 licences à $1 million la licence. Oui, je suis arrivé, j'ai pris de l'argent, oui. Et maintenant, oui, non, mais faire de l'argent vient avec l'expérience et l'expertise, parce que il y a des gens qui vont dire, mais comment tu fais
Parce que quand tu vas quelque part, ta réputation te précède. Quand tu arrives quelque part, ta réputation et ton image, c'est pas juste le fait de dire ah moi j'ai fait ci, j'ai fait ça. Quels sont les KPI que tu dégages pour ton client? Si ton client tu lui ramènes 10 millions, il peut te payer 1 million parce qu'il sait que de toute façon au final tu vas lui ramener 10 millions. Donc le 1 million qu'il va te payer, ça ne veut rien dire pour lui. Donc pour moi, mettre en avant, c'est vrai que l'argent c'est le nerf de la guerre, mais c'est-à-dire que tu dois apporter quelque chose pour demander cet argent ou cette valeur que tu veux. Et c'était quoi ta troisième question déjà? Le mentor. Ok. Oui. Non, l'argent, je l'ai dit. L'argent, ça dépend de ce que tu fais. Donc, l'argent, tu peux en faire beaucoup, dépendamment de ton organisation. Mais c'est pas le fait de faire beaucoup d'argent pour moi qui compte. C'est comment tu gères ton argent, en fait. Oui, c'est comment tu gères ton argent qui compte. Bon. Oui, mais c'est comment tu gères ton argent le plus... Okay. Anne, est-ce que toi, tu voudrais répondre aux 3 questions? Mais j'aimerais savoir ce que Ted veut savoir sur l'argent. Ce que je veux savoir sur l'argent, c'est une pensée courante. Les gens, si tu veux être riche, va faire l'entrepreneuriat. Et beaucoup de personnes vont souvent prendre la décision de l'entrepreneuriat ou le salariat étant liées par le positionnement qu'ils ont par rapport à l'argent. Donc quand je pose la question, c'est parce que je voudrais, comme je disais, avoir votre opinion par rapport à ça. Est-ce que c'est la recherche du financement avant de se lancer en entreprise ou... C'est le rapport que tu as personnellement avec le rapport, là, j'ai beaucoup apprécié la réponse de David parce que... Je te dirais, c'est plutôt la diversification qui demande riche. Parce que l'argent en soi, moi je vais te dire, je connais des gens avec qui j'ai travaillé, qui sont, comment dire, qui touchent des 300 000 en tant que salariés, mais ils ne sont même pas VP ou ils ne sont pas propriétaires d'entreprise. Donc pour moi, ça dépend de chaque domaine. Donc l'argent en soi, que ce soit salarié ou entrepreneur, tu as des entrepreneurs qui vont faire beaucoup d'argent sur un seul projet parce qu'ils ont eu une idée, ils ont monté quelque chose. Mais c'est le temps que l'on met dedans. Et ce que je dis souvent aux gens, quand tu arrives dans une entreprise ou sur un appel d'offres et que tu demandes tel montant, tu ne demandes pas ce montant pour le 1 heure que tu vas réaliser, mais tu demandes ce montant pour l'expérience et l'expertise que tu vas apporter en réalité. Donc, en quelque sorte, c'est comme quand tu factures un client $300 de l'heure, tu ne le factures pas parce que tu vaux $300 de l'heure, mais tu le factures ce montant pour tes 5 ans, tes 10 ans d'études ou d'expérience que tu as accumulées. Et le mentorat, ta question sur le mentorat, est-ce que tu peux la reprendre? Oui, pour le mentorat, je dirais que c'est quand même très important à un moment parce que ça se peut que tu arrives à ce qu'on appelle un plafond de verre. C'est-à-dire que tu ne sais pas comment faire pour aller au niveau dessus et tu dois maintenant te rapprocher de ces personnes qui vont t'aider à franchir ce palier. Donc c'est très important d'avoir un mentor et oui, je conseillerais si vraiment tu... Adelma, toi, tu veux parler de... Mais est-ce que tu allais rebondir sur ce sujet ou c'est autre chose complètement? Ouais, tu as levé ta main. Non. OK. Pour rebondir sur ce que Ted a posé comme question, je te dirais que l'entrepreneuriat, pour moi, ma relation par rapport à l'argent, c'était que je prenais le pari qu'en démarrant l'entreprise, ultimement, je ferais plus d'argent qu'en tant que salarié. Mais c'est pas, ça dépend de l'industrie aussi. Donc, je me suis dit, OK, ce qui est intéressant comme entrepreneur, c'est qu'il n'y a pas de plafond, littéralement. Donc, tu peux décider... En fait, tu fais ce que tu veux. Tu peux dire, moi, j'ai des ambitions de générer plus d'1 million. Bien, tu t'arranges, en fait, par rapport à ton offre de service, que tu as besoin comme ressources pour le faire. Donc, finalement, c'est vraiment une réelle liberté dans ce sens. Mais je rebondis aussi sur ce que David disait, surtout dans son industrie. Tu peux aussi faire plus d'argent qu'un entrepreneur parce que tu es dans la bonne industrie, puis ton poste est recherché et tu auras moins de tracas aussi. Donc, ça dépend. Il faut vraiment choisir, en fait, qu'est-ce que tu recherches. Parce que si tu recherches strictement l'aspect financier, tu peux potentiellement atteindre tes fins sans avoir à passer par l'entrepreneuriat. Je pense que tu peux aussi très bien réussir en tant que salarié. Si tu veux juste bien gagner ta vie, tu pourrais aussi... Je vais rebondir sur ce que je dis aussi. Par exemple, dans les TI, tu peux aller voir ton employeur, il dit que tu veux
être prestataires sans pour autant passer entrepreneur? C'est ce que beaucoup de mes clients que j'ai qui font appel à moi font, c'est qu'ils ont juste changé de titre pour être consultant, puis ils vont gagner 2 fois plus d'argent. Donc, ils n'ont pas besoin après de créer la grosse boîte de services, conseils et tout, puis tu vas atteindre tes fins. Moi, c'est un mélange de jusqu'où est-ce que je peux aller, mais aussi le défi de construire quelque chose de rien, puis éventuellement de le voir qui évolue. Puis finalement, après... Le mentorat. Ouais, pour le mentorat, je te dirais que c'est nécessaire. Moi, ça a varié, c'était in and out. Des fois, c'était pas tant un mentor, mais vraiment aller faire appel à des business coachs, pas forcément qui sont au Québec. Moi, j'ai dû faire appel à des gens aux États-Unis, dans mon industrie, mais qui étaient beaucoup plus loin pour comprendre, en fait, comment est-ce qu'ils s'y sont pris. Puis des fois, comme entrepreneur, tes blocages, à un certain stade, c'est pas tant les ressources, c'est plus tes limitations mentales. Donc, il faut vraiment travailler sur ça, sinon tu restes bloqué. Parce qu'il faut vraiment que tu changes ta perception de l'argent, puis la relation que tu as avec, puis le dépenser différemment que quelqu'un qui est salarié. Bref, ça nécessite quand même de travailler sur ça. Puis, à chaque niveau, tu auras besoin d'un mentor ou d'un coach. Et ça finit pas. Peu importe où est-ce que tu te rends. Si tu veux continuer, il faut que tu ailles chercher quelqu'un d'autre pour continuer. Monica, tu veux rajouter quelque chose? Ben, c'est sûr pour que le le salariat, je vois que le salariat, c'est le mal aimé, c'est celui qui a moins d'argent. Mais bon, moi, ça dépend du domaine, parce qu'effectivement, ça dépend du domaine et ça dépend de ce que tu fais de ton argent après. Parce que moi, peut-être, j'ai fait du consulting, ce qui m'a beaucoup rapporté, mais ce n'était pas vraiment ce dans quoi je voulais continuer. Je peux toujours en faire. Parce que l'avantage, quand tu es au bon endroit, que tu sais comment gérer ton temps et que tu as le droit de le faire, tu peux et être salarié et faire du consulting. Donc, c'est les deux. Tu peux allier les deux et après avoir cet argent pour investir quelque part. Parce que ce qui est important, et je pense que ce qui est important de retenir, c'est les sources d'argent. Il faut multiplier ces sources d'argent. Que tu sois entrepreneur, mais que tu as une seule source d'argent, c'est pas bon. Si tu as ton salaire et que c'est juste ce salaire, c'est généralement pour ça que les gens restent à un endroit. Ils ne veulent pas aller essayer ailleurs parce qu'ils se disent, ben, si je perds ça, je n'aurai pas d'autres sources de revenus. Alors que quand tu en as plusieurs, tu peux facilement te dire, ben, pendant un certain temps, je n'aurai pas cette source de revenus-là, même si c'est ton salaire. Je vais vivre sur autre chose et après, je vais trouver mieux. Donc, je pense que c'est ce qui est important. En entreprise, c'est sûr que c'est important d'avoir un mentor. Déjà, moi, je pense que c'est important d'avoir un modèle dans sa vie. Quelqu'un que tu vois et puis tu te dis, j'aimerais bien être comme cette personne-là parce que ça te drive toujours à te dire, mais si elle est arrivée, moi je suis arrivé. En entreprise, c'est avoir des conseils de la personne va te dire, peut-être va à tel endroit, fais ci, fais ça. Pas forcément parce qu'elle va t'ouvrir, mais peut-être aussi parce qu'elle connaît les codes de l'entreprise. Elle va t'apporter autre chose et puis il peut avoir le mentor qui lui va te tirer vraiment, dire, ah, je connais, il va aller parler de toi dans des endroits où tu ne sais pas qu'on va parler de toi. Je pense qu'il y avait avant toi, il y avait une question en arrière. Ah oui, vas-y. Ok, bonsoir. Je m'appelle Frézy, je suis étudiant en maîtrise en génie énergétique à Montréal. Ouais, effectivement, ma question va s'adresser, évidemment. Ah, moi? Dans l'énergie. Dans l'énergie. Ouais, j'ai deux questions. Déjà, vous avez dit que vous avez fait un baccalauréat en droit. Oui. Et lors de votre présentation, vous avez dit que vous êtes ingénieur. En fait, je n'ai pas compris comment est-ce que... Je ne sais pas si vous avez les deux bacs. Oui, j'ai les deux. Ah, ok, parce qu'il ne faut bien pas le lien. Oui, j'ai... Mais après, je me suis demandé pourquoi ne pas avoir continué en droit. J'ai commencé d'abord en génie. J'ai d'abord fait mon bac en génie. J'ai travaillé en génie. Je travaille toujours en génie. J'ai fait un bac en génie, une maîtrise en génie, un DSS en gestion. Et après, j'ai travaillé avec des avocats parce que je travaillais dans le board d'énergie, à la régie de l'énergie. Puis je me suis dit, coudonc, je peux aller faire du droit. Et ce qu'elle a dit tantôt, je vais rebondir parce que je sais la curiosité pourquoi est-ce que on se dit qu'un ingénieur ne peut pas forcément faire du droit. C'est parce que les gens voient les avocats comme des plaideurs. Les avocats ne sont pas juste des plaideurs. Il y a des avocats qui ne sont que des conseillers juridiques. Moi, dans ce que je fais, je suis gestionnaire, certes, mais j'ai une plus-value. J'ai une équipe qui est technique, mais on gère des contrats, on négocie des contrats, des clauses qui sont légales. Donc,
le fait que je comprenne le droit et que je comprenne la technique, j'arrive à pouvoir mettre les deux. Parce que l'avocat peut parler, je comprends. L'ingénieur peut parler, je comprends. Et après, ça fait un beau contrat pour mon entreprise. C'est un peu comme du droit énergétique. Non, c'est différent. Ça, c'est du droit des affaires dans le domaine de l'énergie. Mais il y a aussi le droit de l'énergie. Où je travaillais avant, c'est vraiment du droit de l'énergie qu'on fait. Mais c'est sûr que ça donne un avantage pour moi parce que même droit de l'énergie, ça appelle des concepts énergétiques. Ça ne va pas être les concepts techniques, mais ça fait en sorte que c'est un domaine dans lequel je connais le marché, je connais les acteurs du marché, c'est un monde dans lequel j'ai navigué parce que j'ai jamais été juste un ingénieur de conception, oui, à mes débuts, mais j'ai travaillé pour comment fonctionnent les marchés énergétiques. Même dans mes expertises, j'ai fait des expertises sur les marchés énergétiques qui vont renvoyer beaucoup au droit de l'énergie. Quand on est dans l'énergie, on va faire la négociation avec les autochtones. Donc, il y a beaucoup, c'est beaucoup plus large. Et le droit vient m'aider justement à ratisser beaucoup plus large. Bon, j'aimerais ajouter que déjà, j'adore vraiment l'énergie que vous dégagez et je prends tout le monde à témoin à partir de ce soir. Vous êtes mon modèle. C'était le but du panel. J'essaie d'ajouter que lorsque vous êtes présenté, vous avez mentionné le mot énergie. C'est juste ça qui m'a mis la puce à l'oreille. J'ai tapé sur le monde qui ne pas hésiter donc à partir de ce soir. Vraiment, Oui, si vous avez pu le faire, c'est que moi aussi je pourrais le faire. Effectivement, Ouais. oui. Et aussi, j'aimerais savoir, en tant que personne experte dans le domaine de l'énergie, quel conseil est-ce que vous pouvez me donner à moi particulièrement qui voudrait effectivement progresser dans le domaine que vous êtes? Le conseil que je vais donner, c'est de saisir les opportunités. Dans le domaine, oui, d'être visible et de saisir les opportunités. Le domaine de l'énergie, c'est un domaine qui est très vaste, mais où il n'y a pas beaucoup de gens qui vont mettre la main, ou alors ce sont des gens qui ne s'y connaissent pas vraiment, qui vont parler. Quand je suis souvent à la radio, des fois j'ai envie de ferme ta bouche. Mais donc je trouve qu'il y a beaucoup, on peut vraiment, il y a de la place, mais parfois je sais que pour les étudiants étrangers ou bien pour les personnes issues de l'immigration, peu importe comment on nous appelle là, ça peut être difficile parce que je connais des gens qui ont étudié avec moi à Poly, qui ont fait énergie, mais qui, au bout de 6 mois, n'avaient pas trouvé de travail. Ils sont allés en télécom, par exemple. Parce que quand tu fais un bac en énergie, en fait, tu es en génie électrique et tu peux faire les spécialités de... Mais ils ont laissé tomber le domaine. Donc, on est souvent très peu de personnes issues de l'immigration dans ce domaine-là. Parce que parfois, la barrière d'entrée peut être très difficile. Moi, j'ai accepté un travail à Toronto pour entrer dans ce domaine. Mais une fois que tu es rentré là, si tu as vraiment l'ambition d'aller loin là, si tu peux aller loin. Il y avait d'abord la petite demoiselle, après c'est toi, et monsieur par la suite. Vas-y. Oui, c'est toi. Bonsoir, je m'appelle Esther. Je suis débutante. Je suis débutante en entrepreneuriat dans le domaine de l'immobilier, en plus moins d'un an. Puis là, dans le fond, ma question, c'était, Annette, dans le fond, je me rejoins beaucoup à vous parce que je trouve ça quand même difficile. Dans le fond, on sait que vous avez de la concurrence dans votre domaine respectif. Dans le fond, je voulais savoir, vous, qu'est-ce que vous avez fait de plus pour vous démarquer? Parce que vous n'êtes pas de monopole, vous avez des concurrents partout. Qu'est-ce que vous avez fait de plus pour vous démarquer dans votre domaine? Qu'est-ce que tu fais dans l'immobilier comme entrepreneur? Je suis que Ah, OK. Je te dirais que ce que j'ai observé dans mon milieu, ça reste que c'est pas beaucoup d'avocats qui utilisent les réseaux sociaux. Donc, ça, pour moi, je l'ai utilisé. Puis après, on est aussi une minorité visible. Moi, je trouvais que c'était cool. Parce que je me dis, du moment où je vais être visible en ligne, il y aura... Déjà, on est moins d'avocates black, mais après ça, je vais peut-être être la seule avocate black qui fait des capsules sur Internet, fait que les gens vont se rappeler de moi. Puis même s'ils ne se rappellent peut-être pas de mon nom, ils vont m'appeler Amléa, qui est le nom du cabinet, bien, ils vont dire « T'es pas l'avocate qui fait des vidéos sur Internet? » Et Montréal est tellement petit que je trouve que c'est une place où tu peux facilement te démarquer. Donc, qu'est-ce qui fait que j'ai pu avoir cet avantage? Je te dirais que
On me demandait ça a pris combien de temps. Ben, j'ai vu le switch, je te dirais. Le 3 ans dont je parlais, c'est que j'ai commencé à vraiment utiliser les réseaux sociaux avec les vidéos seulement à partir de 2019. Mais là, j'ai vraiment vu la différence parce que les gens connectent avec toi avant même de te contacter. Puis, ça crée un lien, ça convertit plus rapidement par la suite parce que finalement, ils ont le temps de consulter ton contenu, de s'éduquer puis de comprendre ce que tu proposes. Donc, pour toi qui te lances comme courtière, définitivement, il y a de la place pour avoir des courtières femmes qui nous expliquent comment est-ce qu'on fait pour accéder à la propriété parce que autrement, moi, quand j'ai commencé à investir, je ne savais pas trop à qui demander parce qu'en plus, quand tu as un profil d'entrepreneur, bien, si tu vas à la banque standard, ils vont te décourager avec l'histoire de 2 ans et tout, et tout. Puis là, ils te demandent tes T4, mais tu n'as pas de T4, tu prends des dividendes. Mais si j'avais trouvé une courtière en ligne qui expliquait un peu comment y accéder, c'est quoi l'histoire des taux, comment faire, comment se préparer, j'aurais définitivement écouté puis été avec toi. Donc, utilise Internet. Moi, je dirais ça a été comment je me suis démarqué. Je pense que c'est juste avec mon expertise parce que en réalité, j'ai fait beaucoup de développement et mon nom était un peu déjà connu du côté de Adobe. Parce que j'ai, par exemple, mon premier développement que je leur ai vendu, c'était ce qu'on appelle aujourd'hui un SMS connector. C'était juste typiquement juste comment faire que le système envoie des millions de SMS aux clients. Donc, quand je suis arrivé, tout le monde disait ah non, on ne peut jamais faire ça, il faut que tu passes par des opérateurs et que tu aies des trucs. Et puis je me suis dit, en fait, c'est juste des API en réalité. Donc après, je pense que c'est juste comme analyser, savoir que, ok, je fais un test, maintenant est-ce qu'eux, ils vont supporter de leur côté? Et c'est ce qui est arrivé. Donc ça a été mon premier fait d'armes chez Adobe. Et puis par la suite, ils ont créé ce qu'on appelle l'Adobe Experience League, justement, qui est un programme de mentorship où tu peux donner des conseils aux gens qui font des trainings ou qui se forment sur les outils d'Adobe en interne. Donc après, oui, moi, dans mon domaine spécifiquement, c'est vraiment basé sur mon expertise que plus sur un truc là. Mais il y a un aspect aussi qu'il ne faut pas négliger, c'est le réseautage. Réseautage et garder les contacts avec les gens, en fait, ouais. Tu veux rajouter un mot? Non.